Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre avec notre focus. Il revisite l'histoire avec un grand H à sa manière, ou plutôt un grand Y du nom de la chaîne YouTube Parlons Histoire, un projet né d'une conviction simple. Pour aimer l'histoire, encore faut-il qu'on vous la raconte avec passion. Portrait de Baptiste Cornabas, passeur d'histoire 2.0. Quant à notre sujet du jour, vous allez le voir, on en parle régulièrement dans cette émission. Il concerne les filles qui ne sont pas moins capables en sciences, mais qui pourtant sont peu nombreuses à se projeter dans ces carrières. En mathématiques, en informatique, en ingénierie, elles sont encore largement minoritaires. Et plus tard, dans le monde professionnel, l'écart se creuse encore. Alors pourquoi cette autocensure? À quel moment s'installe-t-elle? Et surtout, sur quel levier pouvons-nous agir avant que les choix ne se figent? On en parle avec notre invitée du jour, Juliette Delas. Bonjour. Bonjour Lisa, ravie d'être là. C'est un plaisir partagé. Vous êtes donc vice-présidente de Elle Estime, que l'on va découvrir dans un instant. Mais d'abord, place au focus. Le cadre scolaire ne lui permettait pas d'exploiter tous les recoins de sa créativité. Alors pour contourner le problème, Baptiste Cornabas a lancé sa chaîne YouTube Parlons Histoire. Il y aborde les sujets du programme en profondeur. Portrait de notre influenceur, présenté aujourd'hui par Jean Martineau. Ici c'est Baptiste et il est temps de parler histoire. Et si cette fois, au lieu d'ouvrir des livres, nous allumions plutôt des écrans pour réviser? C'est bien le réflexe que l'on pourrait adopter avec la chaîne YouTube Parlons Histoire. Professeur et grand passionné, Baptiste Cornabas était frustré par le programme qui ne lui permettait pas d'approfondir les sujets autant qu'il l'aurait voulu. En 2014, il décide de se défaire de ses barrières et lance sa chaîne YouTube pour s'exprimer autant qu'il le souhaite et surtout sur ce qu'il souhaite. Oh. Et mais en fait, qu'est-ce qu'on fête? Bah, le 14 juillet. Oui, mais de quelle année? Pourquoi? Mais laisse-moi profiter du feu d'artifice, c'est la prise de la Bastille, je crois. Oui, mais pourquoi on fait ça? T'es sûr qu'il n'y a que ça? Et d'abord, c'est quoi la Bastille? Professeur de métier, il vérifie chaque aspect de ses vidéos pour être sûr que, si besoin, son contenu peut être utilisé comme un support d'apprentissage. En février 2020, une rescapée du camp d'extermination d'Auschwitz est venue raconter son histoire devant 3 classes de 3e de mon établissement. Voilà, bonjour, voilà. Je ne sais pas l'âge que vous avez. Quel âge avez-vous? 15 ans, 16 ans? 15 ans. 15 ans? Oui. 16 ans. Ben, écoutez, c'est l'âge que j'avais quand j'ai été déportée. J'ai fêté, entre parenthèses, mes 15 ans à Drancy. Au début, ces vidéos sont courtes et abordent des sujets assez simples et classiques, mais rapidement, Baptiste se rend compte que le contenu qui rencontre le plus grand succès sont ces vidéos qui sortent des sentiers battus. Il se focalise donc petit à petit sur cet aspect et commence à approfondir des sujets plus atypiques de manière longue. Alexandre Villaplane est différent. Star du football dans les années 1920-1930, il fut longtemps le plus jeune capitaine de l'histoire de l'équipe de France de football et participa à la toute première édition de la Coupe du Monde en 1930, rien que ça. Villaplane avait tout pour marquer l'histoire de son sport, mais vous allez voir que sa vie n'est qu'une lente dérive d'un homme avide d'argent et prêt à s'engager dans tous les mauvais coups pour en obtenir. Une avidité qui le pousse à travailler avec le milieu de la mafia, rencontré en prison, puis à collaborer au sein de la Gestapo française où il raquette, vole, menace, torture en toute impunité. Il ira jusqu'à renier sa nationalité et devenir officier SS en 1944. Malgré la diminution de la cadence de production, Baptiste Cornabas est à la tête d'une chaîne YouTube qui compte près de 100 000 personnes, ne voulant pas s'arrêter au programme scolaire. Merci à tous pour votre présence, les amis. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Allez, on va parler non pas d'histoire cette fois-ci, mais de science, puisque le constat n'est plus à faire de génération en génération. Les jeunes filles, puis les femmes, peinent à trouver leur place dans les milieux scientifiques et technologiques, non pas par manque de capacité, bien évidemment, mais parce que les représentations, les doutes et parfois l'autocensure s'installent très tôt. Alors certaines initiatives ont décidé d'agir en amont, avant que les ambitions ne se restreignent. C'est le cas du collectif Elle Estime, qui intervient dans les collèges partout en France pour, vous allez le voir, faire tomber les idées reçues, ouvrir le champ des possibles et peut-être créer des vocations.
Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Delaz, vice-présidente de Elle Estime. Alors, on va peut-être partir déjà sur une petite mise en contexte. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que réellement, les filières scientifiques restent un bastion masculin ? Alors oui, malheureusement, ça reste un bastion masculin, même s'il y a eu des progrès, mais ce sont des progrès qui sont très lents. On est quand même sur en moyenne 24% de femmes dans la tech, et encore, si tu prends la granularité des métiers, il y a des métiers dans lesquels elles sont extrêmement sous-représentées, où il n'y a même pas 10% de femmes. Donc oui, on est sur une grosse majorité masculine, ce qui est une réelle problématique en fait pour l'innovation et les sociétés de demain, qui du coup va par définition exclure 50% de la population. Voilà pourquoi on agit. Ce qui effectivement est problématique. Est-ce que la situation, elle progresse en revanche, ou est-ce que ça stagne, ça va trop lentement ? Alors ça progresse, mais ça progresse doucement. Il faut rester positif parce que ça progresse aussi avec une espèce de bouleversement sociétal qui est en train de se mettre en place, je pense, et qu'on voit notamment avec la montée du masculinisme. Les bases du féminin et du masculin sont en train d'être redistribuées en France, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais ça progresse doucement. Par exemple en France, depuis 2020, on a observé qu'une augmentation de 5% du nombre de femmes dans ces métiers, VS 15% en Europe en 5 ans. Donc voilà, nous les Français, on n'est pas extrêmement modèles sur le sujet et on a encore un petit peu de mal à se mettre en mouvement. Et qu'est-ce qui explique que dans les pays européens, ça aille plus vite ? C'est des raisons sociétales, en fait. C'est, 1, la perception du sujet, 2, la perception des compétences. En fait, ça revient à un sujet que j'adore parce qu'il est à la limite de l'anthropologie, qui est de se poser la question des compétences et des appétences, et donc des matières et demain des métiers, en fait. C'est pour ça aussi que nous, on parle à la jeunesse, parce que si dès le plus jeune âge, un certain nombre de matières sont vues comme féminines ou masculines, demain, c'est des métiers, en fait, qui deviennent des métiers genrés, et donc une société qui, par définition, a une innovation qui est pratiquement systématiquement genrée également, et donc inadaptée. Et puis alors là, je parle que du genre, mais je parle même pas de l'intersectionnalité de ce sujet. Alors, selon plusieurs études, les biais, ils se construisent dès l'âge de 7 ans. Est-ce que ça, c'est quelque chose de surprenant ? Comment ça s'explique ? Alors, je nuancerai même ce propos, c'est dès l'âge de 4 ans. En fait, on se rend compte dans 70% des cas que les enfants, dès 4 ans, intègrent en fait des représentations genrées asymétriques. C'est-à-dire qu'elles vont en fait se rendre compte qu'elles vont associer le masculin au pouvoir, et donc par définition que le masculin domine le féminin. D'ailleurs, c'est ce qu'on te dit en cours de français, n'est-ce pas ? C'est que le masculin et le neutre, ce genre de messages, ils sont pas anodins. Et donc, dès 4 ans, on comprend, nous les filles, quelle est notre posture dans la société. Les garçons comprennent aussi qu'ils ont des privilèges. Et donc, dès l'âge de 4 ans, se met en place ce mécanisme. Et ensuite, dès l'âge de 7 ans, au niveau des matières comme les mathématiques, par exemple, on a une grande majorité des filles qui, au bout de 4 mois seulement en CP, où tu commences vraiment les maths, partent du principe que c'est pas fait pour elles. C'est comme si tu faisais 3 cours d'anglais et que tu me disais que tu seras jamais bilingue. Mais alors, qu'est-ce qui se joue à cet âge-là ? Est-ce que c'est la faute de l'école ? Est-ce que ce sont les parents ? Est-ce que ce sont uniquement les représentations culturelles ? C'est multifactoriel. C'est tout ce que tu viens de dire à la fois. C'est-à-dire des professeurs qui sont en général des femmes, dans 84% des cas, il me semble, qui sont des femmes qui ont arrêté de faire des mathématiques très tôt. Donc en fait, elles se retrouvent à devoir enseigner une matière qu'elles n'ont pas étudiée elles-mêmes depuis longtemps. Donc il y a aussi ces biais, je pense, un peu de ce syndrome de l'imposteur que ressentent les professeurs qui vont être transmis. Il y a les parents. Par exemple, quand on regarde l'orientation, il y a 33% des filles seulement qui sont poussées vers les métiers de l'ingénierie par leurs parents. Et nous, on voit sur le terrain, les parents restent encore très persuadés, comme les professeurs d'ailleurs, que les maths et les sciences, c'est pour les garçons, les sciences molles, les sciences dures, chacun ses sciences, et surtout de répéter en fait ces cycles-là. Donc c'est les parents, les profs, la société et même les dessins animés. Tu vois, par exemple, dans les livres scolaires de maths, par exemple, la plupart des exercices qui disent pendant que maman fait un gâteau, papa fait ses devoirs avec toi. En fait, c'est une réalité. Il n'y a que 6% de représentation de femmes dans les livres scolaires. Donc, en fait, comment veux-tu que ces représentations se mettent en place ? Alors là, on va faire un petit saut dans le temps. Quand on parle des adolescents, par exemple, aujourd'hui, il y a quand même les réseaux sociaux aujourd'hui qui viennent un petit peu déconstruire ces biais. Est-ce que ça a un vrai impact ? Les réseaux sociaux, ils ne les déconstruisent pas forcément. Ils peuvent les consolider, ils peuvent les encourager. Sur nos sujets, nous, des mathématiques, c'est moins important, je pense, les réseaux sociaux. Il y a des influenceuses qui essayent justement de parler des maths et de mettre en avant ces sujets-là, ces matières-là, et de déconstruire justement les stéréotypes qu'on peut y associer, notamment la tech, par exemple. La tech, on y associe souvent le geek dans sa cave avec des pellicules sur les épaules. Ça, forcément, c'est pas très encourageant pour ces dames de se projeter dans ces métiers avec ce genre de représentation. Les réseaux jouent un rôle, je pense, peut-être même de consolidation des stéréotypes où chacun reste bien dans sa case. Évidemment, il y a beaucoup de contenus qui vont paraître, mais sur le sujet en lui-même des mathématiques, des sciences et du numérique, en fait,
ça fait quelques années seulement qu'on commence à toucher du doigt les vraies raisons dont je te parle là, de l'influence des parents, qu'on appelle nous les prescripteurs, les parents, les professeurs, la société, les médias, même les séries. Finalement, il y a beaucoup de filles, par exemple, qui sont devenues développeuses parce qu'elles ont vu la meuf qui développe dans 24 heures chrono. Donc en fait, toutes ces représentations-là, c'est une accumulation. Et c'est pour ça que je te parlais d'anthropologie du féminin et du masculin, parce qu'en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de casser justement le lien entre compétences, appétences, goût, métier, et le lien avec féminin et masculin. Alors, on a parlé de l'âge de 7 ans, mais est-ce qu'il y a un autre âge, peut-être un petit peu plus tard dans la scolarité, qui est identifié comme un âge où justement on repère encore une partie des filles qui se seraient accrochées jusque-là? Alors oui, on peut. En fait, le moment charnière, c'est le moment c'est avant la seconde. En fait, ce qu'il faut, c'est que jusqu'à la seconde, ces messages soient entendus, les actions qu'on met en place, comme elle estime par exemple, sont mises en place avant pour justement que les stéréotypes ne soient pas trop ancrés et qu'on ait encore un peu le temps de les déconstruire. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que si les filles arrivent en troisième, et donc l'année d'après, c'est les secondes où tu dois choisir tes options pour la première et la terminale, on se rend compte que là, limite, on arrive déjà un peu tard. C'est pas fini, c'est tout à fait possible, notamment avec les stages de seconde qui sont une première entrée dans le monde professionnel et qui, dans 40% des cas, donnent envie aux enfants de faire le métier qu'ils ont découvert en stage. Pour autant, c'est vraiment avant qu'il faut le faire. Parce que tous ces stéréotypes-là, une fois que tu as atteint un certain âge, ils sont tellement ancrés depuis 15 ans, 20 ans, que c'est trop tard, en fait, pour tout déconstruire. Déconstruire, c'est possible, mais c'est plus long, c'est plus compliqué. Et là, en fait, on est sur une problématique de temps. Et du côté du gouvernement, là, le sujet a été pris un petit peu à bras-le-corps avec le plan Filles et Maths. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est suffisant? Il y a deux actions, il y a Filles et Maths et il y a Tech pour toutes. Tech pour toutes s'attaque au métier du numérique et la représentation des filles dans le numérique dès la troisième. Et puis, du coup, Filles et Maths qui s'y attaque beaucoup plus tôt. Je pense que les deux sont nécessaires. En fait, c'est vraiment une espèce, il faut voir ça comme une chaîne, un cercle vicieux ou un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, il s'inscrit dans la durée. Et il faut aussi penser que comme la société te martèle des stéréotypes toute la journée quand tu es une petite fille sur les maths, que tu subis toute ta scolarité, c'est pas du one shot ce qu'il faut faire, c'est justement une répétition en fait d'actions, notamment comme celles qu'on fait nous, qui sont gratuites et qui sont du coup très accessibles, notamment par l'Éducation nationale avec qui on travaille, donc les par-académies. C'est ce qu'on va faire avec Elstime. Et on va en parler au cours de cette émission. Mais alors, ce qui est intéressant, j'aimerais qu'on continue un petit peu sur les chiffres, c'est que selon les études PISA, concernant les mathématiques spécifiquement, à performance équivalente, les garçons ont tendance à se déclarer plus confiants. Totalement. Ce qui signifie qu'en fait, ça n'a rien à voir avec la performance, finalement. Pas du tout, et ça, on le sait. Il y a des tests qui ont été faits où on fait des exercices géométriques, par exemple, à des petites filles, et la façon dont on les conditionne avant de leur faire le contrôle ou l'exercice en question va tout déterminer. Si on leur présente ça comme de la géométrie, ça va super bien se passer. Si on leur présente ça comme des maths, ça va très mal se passer. Tout le dialogue qu'il va avoir autour aussi, si on les encourage, ou au contraire, si dès le début, on leur dit, bon, vous pouvez essayer, mais vous n'allez pas en être capable. Et en fait, il y a vraiment des tests qui ont été faits qui montrent en fait le conditionnement et les paroles que tu vas entendre et la façon dont on te positionne en tant que fille ou garçon sur ces métiers, qui va avoir un lien direct du coup sur ta façon de réagir et donc d'ingérer le problème et de ressortir avec ça. Après, il y a aussi ce truc du syndrome de la bonne élève où nous les filles, on nous demande toujours d'être exemplaires et donc on se rend compte que finalement que quand les filles ont 18 de moyenne, elles se demandent si elles sont assez bonnes pour aller en prépa quand les garçons, eux, n'ont besoin que d'un 13. À la différence d'ailleurs du monde du travail où tu le vois sur les CV. Un homme qui coche que 30% des cases d'une candidature ou d'une fiche de poste à laquelle il veut candidater, il candidate. Une femme, elle attend d'avoir coché 100%. À ça, je nuance que chez les femmes, c'est parce qu'elles n'ont pas envie de faire perdre leur temps aux autres. Ça vient d'empathie en fait, de se dire je coche pas 100% des cases et objectivement je ne serai pas la bonne personne pour ce poste. Parfois c'est de l'autocensure, parfois c'est juste une question de générosité vis-à-vis du recruteur pour pas lui faire perdre son temps. C'est important de le dire. Et pour revenir sur le milieu scolaire, ça veut dire que finalement, sans forcément le dire, certains enseignants peuvent avoir des attentes différenciées avec les filles. Tout à fait, mais pour ça, il faut même revenir sur la base même de ce que sont les mathématiques en France, la façon dont les mathématiques sont enseignées, la façon dont on parle des mathématiques. C'est une matière qui reste très élitiste, et puis surtout, ça c'est resté pendant très longtemps, et encore maintenant, dans l'état d'esprit de beaucoup, comme une façon de sélectionner les candidats. T'es bon en maths ou t'es mauvais en maths. Et donc, en fonction de ça, tu peux faire S ou ES. À l'époque, quand nous, je pense qu'on a à peu près le même âge, étions en filière S ou ES. En fait, la note que tu avais en mathématiques était la sélection qui te permettait, notamment après en Parcoursup, d'aller oui ou non là où tu voulais l'être, donc où tu voulais aller. Donc, en fait, les maths sont une matière de sélection, sont une matière élitiste, sont une matière par définition associée à de l'excellence. C'est cette vision-là que vont reproduire les professeurs. Et c'est donc à la fin ce que vont ressortir les enfants et les parents.
Et donc, finalement, tu mets tout ça mis bout à bout. Tu mets de l'excellence, de l'élitisme, de la perfection qui doit être atteinte par des professeurs majoritairement masculins sur les sujets, par exemple, de maths, face à des jeunes filles qui ont le syndrome de l'imposteur, à qui on a dit que c'était pas fait pour elles depuis plus jeune âge. Et en plus de tout ça, tu rajoutes qu'elles elles sont décrédibilisées par leurs professeurs. C'est bon, t'as tué le truc, tu t'es tiré le balle dans le pied, voilà, exactement. Alors, pour lutter contre ça, justement, il y a ce collectif Elle Estime. Est-ce qu'on peut en présenter les missions en quelques mots ? Bien sûr. Alors, Elle Estime, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un collectif d'associations. C'était tout le but, c'était de se dire, on met en commun différentes associations qui œuvrent sur ce sujet. Donc, on a Elle Impact, on a Elle Bouge, on a Femmes et Mathématiques et la Fondation Blaise Pascal. Ce ne sont que des associations qui œuvrent sur ces sujets. Et on s'est dit, en fait, on fait un collectif, on met en commun toutes nos ressources, nos mentors, les femmes qui nous entourent et qui nous soutiennent. Et on fait quelque chose de beaucoup plus massif où surtout on enlève ces questionnements d'ego, d'enjeux politiques ou autres. En fait, vraiment, on reste, nous, sur le résultat à obtenir, qui est sensibiliser un maximum de jeunes. Et du coup, Elle Estime, c'est une matinée de sensibilisation qui est principalement digitale. Donc, en fait, c'est une matinée en 3 temps. Le premier temps, c'est une table ronde que les professeurs téléchargent qui explique justement différents métiers. Donc, on a une jeune femme qui travaille sur les propulsions de fusée, une autre qui est notre présidente Aurélie Lequin, qui travaille sur, par exemple, à l'époque, elle travaillait sur les lunettes connectées. Donc, on montre en fait toute une panoplie de métiers pendant cette table ronde. Et surtout, on explique d'où vient cette envie et cet amour pour les maths et les sciences. Et on la désacralise. Par exemple, on va la faire passer par le goût pour les Lego. On va montrer qu'en fait, les maths et les sciences, c'est pas uniquement une application qui se veut une matière avec des notes en face dans le système scolaire. C'est aussi un goût, une appétence, une logique, finalement, qu'un enfant peut avoir, fille comme garçon. Et ensuite, la professeure ou le professeur vont débattre avec les enfants de cette vidéo. Le temps 2, lui, il est en non-mixité, ce qui est très intéressant, parce qu'encore une fois, et on pourra en revenir dessus, pour nous, il est essentiel de parler aux filles comme aux garçons, parce que les stéréotypes de genre, ils sont des deux côtés. On ne peut pas juste dire aux filles, oser et changer les choses dans la société, si en face, on ne dit pas aux garçons de laisser la place. Et de changer aussi leur approche du féminin. Donc, du coup, d'un côté, nous avons les filles qui sont connectées en visio sur l'outil de l'éducation nationale, avec des mentors qui sont des femmes dans la tech de 16 ans, enfin de 18 ans à 65 ans. Et puis pendant ce temps, les garçons, eux, sont dans une autre classe et vont travailler sur leurs stéréotypes de genre, avec notamment un petit jeu où ils ont des cartes avec des humains, des photos d'humains, et puis ils doivent décider à qui appartient quel métier. On se doute que c'est genré. Et puis, dernière partie, et j'en finirai là, on les rassemble à nouveau en mixité, on leur fait faire un travail créatif où on leur demande, en fait, ça veut dire quoi d'être scientifique au XXIe siècle pour retranscrire par le dessin en mixité ce qui s'est passé pendant la matinée. Bon, on va continuer à en parler, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que vous faites, ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler. Yes. 130 lives are lost annually due to falls from heights in the construction industry. To combat this, the Italian Institute of Technology and INAIL have pioneered the Falls from Above project. This project's heartbeat? Cutting-edge technology aiming to drastically decrease these unfortunate accidents. At its forefront are wearable devices like exoskeletons and airbags.
bienvenue sur School TV, bienvenue dans l'école du futur. Aujourd'hui, on parle de mixité dans les filières scientifiques et plus tard dans les métiers scientifiques. C'est avec mon invitée Juliette Delas, vice-présidente de LSTEAM. Et on va continuer tout de suite dans la seconde partie du talk. Alors Juliette, juste avant de partir en pause, on a commencé à évoquer un petit peu comment se structuraient vos interventions dans les collèges. Alors on rappelle que vous intervenez en classe de 5e, c'est un âge charnière, on l'a dit tout à l'heure, à partir de 7 ans, les stéréotypes commencent véritablement à s'ancrer quand on parle de sciences et de filles. Est-ce que si on intervient trop tard, ça veut dire que ça y est, c'est fini. Est-ce que cette année de 5e, vous l'avez sélectionnée en vous disant après, on ne pourra plus rien changer? Non, on ne peut jamais dire qu'on ne peut plus rien changer parce que les déclics peuvent se faire à tout moment. Et surtout, maintenant, on est dans un monde du travail où tu peux faire de la reconversion. 50% des écoles de reconversion sont des talents féminins. Donc, non, c'est jamais terminé pour de vrai. C'est juste plus difficile après, ça c'est certain. On agit en fait au niveau de la 5e parce que la 5e, c'est une année charnière pour les jeunes collégiens parce que c'est l'année où ils découvrent les métiers. Et donc, toute l'année va être orientée justement sur la découverte des métiers. Donc ça veut dire on entre dans une logique sous-jacente qui est beaucoup plus vaste que nous. Ça veut aussi dire qu'une fois qu'ils nous ont rencontrés, qu'ils ont fait l'action LSTEAM, il y a une continuité derrière de la part de leurs enseignants, de leur collège. Donc c'est pas, encore une fois, ce concept de se dire c'est d'une one-shot. Il y a une durée. Et justement, je pense que pour que les choses fonctionnent, il faut que ce soit ancré dans le temps et que ce soit pas uniquement des actions qui agissent pendant une matinée, puis après on t'en parle plus jamais. Je pense pas que ce soit comme ça qu'on peut faire bouger des mentalités aussi ancrées que celles des stéréotypes de genre. En revanche, ça aide beaucoup d'agir au moment de la 5e parce qu'on rentre dans une phase où vraiment ils ouvrent un peu leur chakra et ça plante des petites graines, on va dire. Est-ce qu'à cet âge-là, ces doutes, ils sont exprimés? C'est-à-dire, est-ce que les jeunes filles vont dire « Non, je sais que je suis pas bonne en maths » ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre de l'intériorisation? Ah non. En fait, c'est même les deux. C'est intériorisé à tel point que quand elles parlent avec nos mentors en ligne, par exemple, très régulièrement, elles vont dire aux mentors « Non mais moi j'ai 13 ou 14 en maths, donc je suis pas bonne ». Enfin, en fait, les mentors sont assez choqués d'ailleurs du nombre de fois où les jeunes filles finalement extériorisent ce qu'elles ressentent et qu'elles normalisent finalement. C'est-à-dire que pour beaucoup de jeunes filles, c'est normalisé que les maths c'est pas fait pour elles, les sciences c'est pas fait pour elles, et tout le monde les conforte dans cette idée. Donc je pense qu'elles se rendent même plus compte que ça a été une construction sociétale qui a été mise dans leur tête. Et parler avec des femmes entre guillemets normales, donc pas des Marie Curie qui ont 2 prix Nobel et qui sont des cerveaux extraordinaires et inatteignables, le fait de les mettre en relation avec des femmes qui sont normales et qui ont des parcours parfois chaotiques, parfois compliqués, ça désacralise en fait ces sujets, ça leur permet de s'exprimer. C'est quand elles s'expriment qu'on se rend compte que oui, ces stéréotypes sont totalement imprégnés, mais qu'il y a une mouvance qui est possible. Alors, vous intervenez depuis un petit peu plus de 2 ans. Vous êtes arrivé dans 3 académies différentes. Objectif, couvrir en fait finalement l'ensemble du territoire français. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sur les académies que vous avez pu parcourir, vous avez pu observer des différences justement en fonction des territoires? Totalement. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que les recteurs et les rectrices des académies vont, eux, décider de soutenir un programme ou un autre. Donc déjà, ça part du plus haut niveau de l'académie en question, parce qu'après, évidemment, tout ça va se relier au ministère. Et c'est une fois que les recteurs et les rectrices impulsent cette initiative dans leur académie qu'on sent déjà qu'il y a une vraie volonté. Et ensuite, bien sûr, il y a les relais par collège. Ce qu'il y a, c'est que tout ce qu'on fait est basé sur le bénévolat et le volontariat. Donc, ce sont les collèges qui décident de s'inscrire. Ce que ça veut donc dire, c'est que si c'est des directeurs et des directrices qui sont engagés et qui ont conscience de ces sujets, eh bien, ils inscrivent leur collège et parfois même forcent les profs. Ça, c'est une réalité aussi que nos mentors vivent avec des professeurs parfois qui sont connectés, qui font absolument aucun effort pour aider la relation inter-écran quelque part. Malheureusement, puisqu'il y a, comme je le disais en début d'interview, il y a beaucoup de professeurs qui sont pétris de biais, eux aussi, qui les transmettent et qui jugent les petites filles, âmes comme femmes. Donc, je me suis un peu perdue dans ma réponse. Je demandais si, effectivement, il y avait des différences entre chaque territoire. Et voilà, chaque territoire, en fait, va impulser ses propres décisions, va décider ou non de travailler avec LSTEAM. Donc, déjà, pour nous, c'est un super bon signal. Et puis ensuite, par contre, c'est vraiment aux directeurs et directrices de collège. Et on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'on a beaucoup plus de directrices que de directeurs qui décident de jouer le jeu proportionnellement à leur place à ce niveau-là de hiérarchie. Objectif, couvrir tout le territoire, y compris les départements et régions d'outre-mer? Ah, ce serait génial. En fait, ce qui est génial avec notre outil, c'est que c'est possible. Le seul sujet, ça sera peut-être le décalage horaire, mais indépendamment de ça, notre façon de travailler fait que justement, on va pouvoir aller toucher des régions qui sont très très loin de nous
de façon physique, mais on va pouvoir aussi aller toucher des régions rurales qui sont par définition beaucoup plus éloignées que l'Île-de-France typiquement de mentors, d'actions associatives. Et donc justement, notre outil, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut faire de la masse. Donc depuis que l'Elsteam existe, on a fait plus de 20 000 élèves. Et surtout, il peut faire partout. Et ça, on utilise la tech justement pour détruire ces barrières régionales. Et ça, c'est intéressant. Bon, alors c'est le moment de rentrer un petit peu plus dans le détail de comment se passe une demi-journée avec Elesteam. On l'a dit, on commence donc par une table ronde qui est diffusée, c'est une vidéo diffusée aux élèves. Qu'est-ce qu'on va aborder dans cette table ronde? On a en fait différentes typologies de profils. On a 3 femmes et un homme, parce qu'évidemment, toujours cette dynamique de se dire il faut que les hommes soient représentés aussi dans nos sujets pour montrer que c'est une action qui concerne les hommes comme les femmes. C'est pas un sujet par les femmes pour les femmes, évidemment. Donc la première table ronde, elle a pour objectif de mettre en avant une ingénieure en propulsion de fusée, qui travaille sur la propulsion des fusées. La présidente de Elsteam qui s'appelle Aurélie Lequin, qui est une ingénieure nucléaire de formation et qui, elle, du coup, travaillait à l'époque sur des lunettes connectées, qui montre en fait justement comment sont créées les lunettes, l'intérieur. Donc on essaye vraiment de décortiquer en fait les métiers. Et puis on a Stéphane Gossan qui représente la Fondation Blaise Pascal, qui est également dans notre collectif, qui lui est agrégé en mathématiques. Pour montrer aussi que tu peux adorer les maths et en faire en fait une agrégation ou un doctorat, que c'est pas forcément une application dans un métier aussi. Parce que ce qu'on veut montrer, c'est cette diversité. Et enfin, on a une femme CTO qui est cofondatrice de son entreprise et qui est une entreprise qui parle de ménopause, parce qu'on s'est dit quitte à y aller, autant y aller très fort et parler de ces sujets qui sont encore beaucoup trop ignorés alors qu'ils touchent 100% des femmes sur la planète et dont on ne parle jamais. Et ils vont raconter surtout comment ils ont fait pour aimer les maths. L'idée, c'est plutôt de déclencher cette réflexion de se dire aimer les maths, c'est pas uniquement avoir des bonnes notes. Aimer les maths, c'est aussi aimer une logique, aimer comprendre, aimer résoudre des enquêtes. Et en fait, c'est ça qu'on essaye de transmettre à cette vidéo-là. Et toute cette vidéo aide évidemment à déconstruire les stéréotypes en disant aux filles que les maths c'est fait pour elles, qu'il n'y a pas de questions à se poser, avec des modèles différents, avec des origines différentes. Et par exemple, Aurélie, elle vient de Franche-Comté. Et donc évidemment, avoir pour la région Franche-Comté avec laquelle on travaille une femme de Franche-Comté, ingénieure nucléaire, qui montre tout ce qu'elle a fait, en fait, c'est un super rôle modèle. Et justement, en parlant de rôle modèle, la deuxième partie est peut-être la plus importante pour les jeunes filles et en même temps pour les garçons. C'est que d'un côté, elle rencontre une mentor en visio, pendant que les garçons, eux, ont une activité de leur côté. Qui sont les mentors? Comment est-ce qu'on peut devenir mentor chez vous? Eh bien, justement, donc je fais appel à tous les mentors, toutes les femmes de la tech qui nous écoutent. Merci infiniment de me donner cette voix-là. On devient mentor en étant soit étudiante dans le monde du numérique, des sciences, des maths et de l'ingénierie, soit ayant travaillé là-dedans. Ce qui veut dire qu'on peut tout à fait avoir des femmes en reconversion qui sont dans la tech depuis un certain nombre d'années, par exemple, comme on a des femmes parfois qui sont à la retraite et qui, justement, ont travaillé dans le monde du numérique toute leur carrière. Là, c'est très simple en plus parce que ces mentors, donc on candidate, on a un site internet qui s'appelle Elsteam 6. On peut aussi nous suivre sur LinkedIn ou m'ajouter sur LinkedIn et comme ça, vous verrez tout de suite, voilà, exactement, Elsteam. Et pour devenir mentor, c'est très simple. Il suffit du coup d'avoir ces critères-là en termes de formation et de métier. Et puis derrière, c'est tout simple. On a des formations qu'on fait en ligne. On a des sessions de questions-réponses qu'on organise également pour accompagner les mentors et on forme les mentors sur les biais. Parce que ce qui est très important pour nous, c'est justement pas d'exposer des mentors devant une classe de 30 filles pour qu'en fait elles-mêmes se rendent pas compte qu'elles sont biaisées parce qu'on peut pas tout contrôler et qu'elles les transmettent. Donc on les forme au biais, on les forme justement à mentorer, on les accompagne dans la création de ce qu'elles vont dire et de ce qu'elles vont faire pour les filles. Donc il y en a qui font des quiz, il y en a qui se donnent vraiment beaucoup de mal et c'est assez génial. Et en fait c'est une win-win situation dans le sens que pour les mentors c'est une façon de rencontrer d'autres femmes parce qu'elles sont en duo. Pour les jeunes filles c'est une façon de voir des femmes différentes de l'image qu'elle pouvait se faire en fait de ce que ça veut dire de travailler dans le numérique et dans les sciences. Et puis pour les mentors, c'est développer son réseau, c'est valoriser le fait qu'on est une mentor, donc elle le valorise. Être engagée. Exactement. Et donc ça aussi, c'est bénéfique pour leur carrière. Donc en fait, tout le monde y gagne. On perd que1 heure de son temps pour une mentor. Moi, je pense que c'est plutôt un gain et la plupart sont d'accord avec ça. Et puis pendant ce temps, du coup, elles peuvent tout simplement partager leur parcours et surtout, voilà, comment elles ont découvert les maths, pourquoi elles aiment ça, qu'elles expliquent les métiers, qu'elles les rendent accessibles parce qu'aujourd'hui, personne ne comprend vraiment ce que sont les métiers du numérique alors qu'ils sont partout dans notre vie. Oui, écoutez, le message est bien passé. On espère que vous aurez de nouvelles mentors pour poursuivre les interventions dans différentes académies. Merci beaucoup à Juliette Delas d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes vice-présidente de Elesteam. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.